Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation consacré aujourd'hui à l'Andalousie musulmane au XIe siècle. Al-Andalus continue de susciter fantasmes, nostalgie et projections de toutes sortes. Érigé en haut lieu de la tolérance islamique, en paradis perdu, je renvoie à notre émission sur l'Alhambra, mais aussi théâtre d'une lutte sans merci entre islam et chrétienté. Mais il s'agit ici de dépasser les mythes et de revenir sur l'histoire politique et culturelle de cette Andalousie. Au-delà de la confrontation avec les chrétiens du Nord, quelles sont les menaces internes de cette partie excentrée du monde musulman, qui provoque sa division puis l'avènement d'une dynastie berbère à la fin du XIe siècle? Pourquoi, malgré ces troubles, l'Andalousie est-elle le théâtre d'une très belle floraison culturelle, chaque ville ayant ses savants, sa cour et défendant son prestige? Pour répondre à ces questions, je suis donc ravi d'accueillir Emmanuelle Tixier-Duménil. Emmanuelle Tixier-Duménil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en histoire, professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire d'Al-Andalus et de la géographie arabe médiévale. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet et venez de publier Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, édité au Seuil. Un livre particulièrement documenté et utilisant les sources de l'époque, mais aussi revenant sur la complexe historiographie tant occidentale qu'orientaliste que musulmane. Alors, Emmanuelle Tixier-Duménil, quand fut fondé le califat omeyyade et dans quel contexte ? Merci pour votre invitation. Alors, l'histoire d'Al-Andalus est une longue histoire qui se déroule sur 8 siècles et le temps du califat est peut-être le moment le plus brillant et peut-être aussi le plus connu de cette longue histoire. Alors, Al-Andalus est conquise, ou plutôt l'Hispania visigothique est conquise par les troupes islamiques en 711. Et dès 756, un prince de la famille califale des Omeyyades vient se réfugier sur cette terre et il fonde l'émirat omeyyade de Cordoue. Et c'est son descendant, Abdelrahman III, qui fonde le califat en 929. Le califat dure à peu près un siècle, entre 929 et 1031, et il disparaît au cours d'une guerre civile qu'on appelle en arabe une fitna, qui est un peu au centre de mon livre et qui se déroule entre 1009 et 1031 à peu près. Et tout le reste du XIe siècle est occupé par une histoire très complexe qui n'est plus celle du califat, qui est celle de principautés qu'on appelle les taïfas, et c'est une histoire qui va jusqu'à la fin du XIe siècle. Et rétrospectivement, dans la longue historiographie d'Al-Andalus, le temps du califat est perçu comme une sorte d'âge d'or, celui où on édifie la grande mosquée de Cordoue et celui d'une puissance inégalée à l'échelle de l'Occident. On dit fréquemment que c'est le plus puissant des États d'Occident, y compris des États post-carolingiens. Et à la fin un peu après la fondation de ce califat omeyyade, à la fin du Xe siècle, quelles sont les menaces internes qui pèsent sur ce califat? Donc on va aborder ensuite le XIe siècle, mais déjà fin Xe siècle, savoir un petit peu quel est le contexte de ce califat. Alors, ce califat est servi par une grande prospérité économique, due notamment à la maîtrise au Maghreb des routes, des débouchés de l'or qui vient en partie du Ghana. C'est un État prospère, c'est un État qui est puissant politiquement et militairement, puisque à la fin du Xe siècle, c'est le temps du grand vizir Al-Mansour qui va porter la guerre au cœur des terres chrétiennes du nord de la péninsule. C'est le sac de Barcelone, la destruction de Saint-Jacques de Compostelle à l'immédiate fin du Xe siècle. Mais cet État solide à plein d'égards est toutefois gravement mis en danger par une crise de succession à la tête de l'État, puisque le calife Abdelrahman III meurt en 961. C'est lui qui avait instauré le califat au cours d'un très long règne. Il a été émir à partir de 912, calife à partir de 929. Il meurt en 961.
Il laisse le pouvoir à son fils aîné Al-Hakam II. C'est le temps vraiment de l'apogée du califat. Un exemple culturel donne peut-être la mesure de ce rayonnement. Al-Hakam avait réuni une bibliothèque qui avait peut-être 400 000 ouvrages. Même si on divise par 10, 40 000 ouvrages, quand on pense qu'à la même époque, les grandes abbayes carolingiennes en ont 800 ou 1000, c'est tout à fait passionnant. Mais Al-Hakam n'a pas, au moment où son père le nomme héritier présomptif, de successeur. Et donc, Abdelrahman III a désigné pour lui succéder un autre de ses fils, un très jeune frère, Al-Mourira. Mais à la mort d'Al-Hakam II en 976, il y a un complot au sein du palais, au sein des eunuques notamment, et l'héritier présomptif, le jeune frère, Al-Mourira, est écarté, assassiné, au bénéfice d'un fils d'Al-Hakam qui n'a que 11 ans. Et c'est donc une période de minorité qui va être propice à tous les troubles. Et il y a dans un premier temps la puissance du vizir Al-Mansour, mais celui-ci va vouloir se substituer au calife et ça sera directement à l'origine de la fitna, de la guerre civile. Alors, il y a peut-être encore d'autres menaces internes et externes. Alors, j'ai peur de mal le prononcer. Les Mawaladoun qui se révoltent. Alors, qui sont les Malaou... je l'ai peut-être mal dit. Moualadoun, pardon. Alors, ce ne sont pas tant les Moualadoun qui se révoltent à ce moment-là. Les Moualadoun sont ce qu'on appelle en fait les clients, c'est-à-dire des hispaniques, pour faire vite, qui se sont convertis à l'islam. Et qui donnent les grandes familles qui dominent autour du califat à égalité et parfois supplantées par les grandes familles arabes et notamment les familles qui sont directement liées au clan des Omeyyades. Le danger ne vient pas tant de là que des rivalités, des factions au sein de l'armée qui veulent prendre le pouvoir. Les califes omeyyades de Cordoue ont recruté massivement des berbères, des parentèles entières de berbères pour venir nourrir les troupes du califat, notamment à l'époque du grand vizir Al-Mansour. Il y a également des grandes familles arabes et il y a également ceux qu'on appelle les grands esclavons, les sakalibas, les grands eunuques, qui sont d'ailleurs... Alors, qu'est-ce qu'un esclavon? Alors, un esclavon, le terme est assez compliqué parce que ça veut dire esclave, mais ça veut dire aussi slave. Et dans le monde islamique médiéval, qui est un système impérial, on recrute dans l'esclavage, des gens qui vont par la suite occuper des postes très importants, un peu comme dans l'Empire chinois ou même dans l'Empire romain de l'Antiquité. Ces hommes vont occuper des grands gouvernorats militaires, mais aussi des grandes fonctions civiles. Et ce sont eux qui, au plus proche de la famille califale, dans le palais, dans le complexe palatial que les califes ont édifié à côté de Cordoue, le palais de Madinat az-Zahra, ce sont précisément ces hommes qui vont mettre sur le trône califal un enfant de 11 ans pour mieux le manipuler. Et ça, évidemment, avec l'accord du grand vizir Al-Mansour, qui lui-même est d'une famille d'origine arabe, mais qui n'est pas omeyyade. Il ne peut pas devenir calife à la place du calife parce qu'il n'est pas omeyyade. Et ce sont ces factions qui se déchirent le pouvoir à la faveur de la minorité de ce jeune calife qui s'appelle Hicham II et qui va être relégué dans son harem, le harem étant l'espace privé. C'est le grand vizir qui va gouverner à sa place, puis par la suite, les fils de ce vizir. Donc c'est un monde qui est très divers, en fait. Il n'y a pas de peuple andalou, de nation andalouse à cette époque-là, en tout cas. Il y a plusieurs peuples, ethnies, groupes. Enfin, on ne sait même pas quels sont les termes utilisés en réalité. C'est-à-dire que on voit tout à fait les limites de ce qui a été fait peut-être dans la première moitié du XXe siècle en termes d'historiographie, qui était de faire une histoire ethnique. En fait, c'est seulement l'histoire politique qui nous permet de comprendre. C'est-à-dire que de fait, il y a une population andalouse qui est constituée des sujets du califat, avec une diversité bien sûr de confessions. On pense que les chrétiens sont majoritaires jusqu'au Xe siècle, mais c'est le cas également à l'échelle de la totalité de l'Empire islamique. Et même en Syrie, c'est peut-être jusqu'au XIIe siècle qu'il y a une majorité de chrétiens, en Égypte jusqu'au XIVe siècle. Et donc, les populations sont pluriconfessionnelles, elles sont de différentes ethnies, et on voit là les limites de l'histoire ethnique. Ce sont vraiment des factions au sein de l'armée. On appelle ça des khassabiyas, des esprits de corps, mais la population est assez uniforme. Et
Il y a une dernière menace dont on n'a pas parlé, d'un califat chiite aussi en Ifriqiya, en Afrique. Alors, quels sont les dangers pour ce califat de cette présence ? Alors c'est ça qui est intéressant quand on fait de l'histoire d'Al-Andalus, c'est-à-dire qu'il faut élargir véritablement le spectre de l'analyse. Et la grande nouveauté du Xe siècle, c'est qu'il existe à l'échelle de l'Empire islamique 3 califats rivaux. Le califat historique qui est le califat abbasside de Bagdad, le califat chiite fatimide qui a été proclamé en Tunisie actuelle, à Kairouan en 909, et qui ensuite a fait la conquête de l'Égypte en 969. Donc on parle du califat chiite fatimide du Caire, et enfin le califat omeyyade de Cordoue à partir de 929. Et le califat chiite fatimide a réussi à regrouper sous sa domination des terres qui vont en gros de la région d'Alger jusqu'au nord de la Syrie, avec un ancrage égyptien très fort. C'est eux qui fondent le Caire. Et il y a une rivalité entre les Omeyyades de Cordoue et les Fatimides du Caire pour le contrôle d'une partie du Maghreb, de l'ouest du Maghreb, du Maroc actuel, notamment à cause des débouchés de l'or, du commerce des esclaves, sachant aussi que la menace pour les Omeyyades de Cordoue s'est desserrée lorsque les Fatimides sont allés s'installer au Caire et qu'ils ont en quelque sorte délaissé l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle, et les différentes capitales qu'ils y avaient édifiées. On va changer un peu de sujet. Pourquoi dites-vous que Al-Andalus n'est pas un empire, mais a une histoire impériale ? Alors, Al-Andalus, c'est déjà une périphérie du monde islamique. Mais encore une fois, il ne faut pas l'envisager comme un morceau d'Europe qui serait disputé entre islam et chrétienté, mais comme une périphérie excentrée du vieux cœur oriental de l'islam, et donc le remettre dans un contexte qui est celui du monde islamique dans sa globalité, qui va selon la formule consacrée de l'Indus aux Pyrénées. Al-Andalus pourrait être une périphérie éloignée gouvernée par une petite dynastie locale, mais elle a, cette terre, une histoire impériale parce qu'elle est gouvernée par les Omeyyades. Et les Omeyyades, ce n'est pas n'importe qui. C'est la famille qui dirigeait la Mecque au temps du prophète Mohammed. Ce sont des Kouraïchites ? Ce sont des Kouraïchites, ce sont les plus nobles des Kouraïch, sur un objet absolument magnifique qui est la Pyxide du Louvre, cette boîte en ivoire qui a été réalisée au Xe siècle. On voit partout le symbole du faucon, c'est le symbole des Kouraïch. Donc c'est la tribu du prophète, c'est le clan le plus riche de la tribu du prophète, et c'est ce clan qui s'est imposé sur le trône califal en 660 et qui a gouverné de 660 à 750 en prenant Damas pour capitale. Et quand ils ont été renversés par les Abbassides en 750, les Abbassides qui vont créer ensuite la très grande capitale de Bagdad en 762, les Omeyyades vont s'exiler et l'ancêtre d'Abdelrahman III, celui qui fonde le califat, Abdelrahman Ier, s'installe en Al-Andalus, qui est l'endroit le plus éloigné de ses ennemis abbassides. Et c'est donc une famille califale qui règne là et qui a des ambitions tout à fait impériales. Et elle a des ambitions impériales, mais la taille peut-être d'Al-Andalus ne permet pas de dire que c'est un empire. C'est bien ça, en fait, finalement, ils n'ont jamais réussi à avoir un véritable empire, mais ils ont une histoire impériale longue. C'est tout le paradoxe d'Al-Andalus, c'est-à-dire que quand vous comparez les 3 califats, le califat abbasside s'étendait à l'origine en 750 sur la totalité du monde islamique, puis sur l'Iran et l'Irak jusqu'à l'Afghanistan actuel, puis le califat chiite fatimide va d'Alger jusqu'à la Syrie, le califat omeyyade à côté, les 3/4 de la péninsule ibérique et quelques avant-postes sur le Maghreb, ça fait quand même pas des masses. Mais néanmoins, ce sont des Omeyyades. Et donc, il y a cette prétention à l'empire, et l'empire dans le monde islamique, ça s'appelle le califat. Et personne, pas même leurs ennemis les plus féroces, ne peuvent reprocher aux Omeyyades leur ascendance, où tout le monde sait que ce sont les plus nobles des Kouraïch et qu'ils ont eux-mêmes été califes en Orient. Ouais, de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat dans le monde islamique. Et alors vous avez évoqué la fitna, déjà, qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'une fitna, déjà, d'un point de vue islamique? Et puis ensuite, que se passe-t-il au cours de cette fitna, pour commencer?
Alors la fitna, c'est la guerre civile, c'est la violence qui déchire, c'est celle qui remet en cause une des valeurs fondamentales de l'islam, qui est l'unité du monde islamique. À cet égard, c'est à opposer à la guerre, qui n'est pas la guerre sacrée, mais qui est la guerre, et encore moins la guerre sainte, mais qui est la guerre légale, le djihad. La guerre légale, celle qui permet d'étendre l'empire islamique, est considérée comme une violence légitime. La fitna, c'est celle qui déchire et qui amène bien évidemment à la partition. Et c'est ce qui se passe en Al-Andalus entre 1009 et 1031. Un des fils du vizir Al-Mansour prétend au califat, au détriment de Hicham, le dernier calife omeyyade, qui est resté, même quand il a été majeur, dans une forme de minorité politique et restreint encore une fois au palais. Cela déclenche une guerre civile, une fitna, tout le monde se déchire et différents prétendants omeyyades se hissent sur le trône, mais n'y restent que quelques mois. Certains s'appuient sur des troupes berbères, d'autres sur d'autres troupes, et notamment sur des troupes qui viennent des petites principautés du Nord, Castille et Aragon, qui sont à ce moment-là des États qui évoluent dans l'orbite du califat de Cordoue, mais qui sont encore dans une forme d'impuissance politique. Et ce sont ces déchirements qui entraînent une véritable guerre civile qui va déjà dévaster Cordoue. Oui. J'évoquais tout à l'heure la ville califale de Madinat az-Zahra. Elle est érigée dans les années 936-940, mais elle est dévastée par la fitna en 1010-1013. Ce qui est aussi une chance pour les archéologues, c'est qu'ensuite elle n'a jamais été recouverte, voilà, par des couches d'urbanisation. Mais c'est un cataclysme. Mais c'est un cataclysme. C'est la destruction de Cordoue. Cordoue ne s'en remettra jamais tout à fait, vraiment, puisqu'elle sera ensuite éclipsée par Séville, sa rivale. Alors par qui d'ailleurs est fait ce sac de Cordoue ? Alors par des troupes berbères qui étaient engagées par le fils d'Al-Mansour, que les sources arabes appellent, et c'est tout à fait intéressant de le noter, Sanchuelo, le petit Sanch, parce que son père est Al-Mansour et sa mère est la fille du roi de Navarre, Sanch. Et le fait de l'appeler, non pas Abdelrahman, qui est son vrai prénom, mais Sanchuelo, c'est pour montrer aussi qu'il est un fauteur de troubles. Il faut préciser que là aussi, on peut pas faire une histoire ethnique ou le présenter comme un chrétien, c'est pas du tout le cas. Et la plupart des califes ont une mère qui ont été esclaves et qui viennent classique. De la chrétienté. C'est très classique. Normalement, la mère n'intervient pas. Ce qui est important, c'est l'ascendance paternelle. Mais là, c'est pour montrer qu'il est à l'origine des troupes parce qu'il a voulu remplacer Hicham. Il a fait faire par le grand cadi de Cordoue un document disant qu'à la mort d'Hicham, il serait le calife. Or, il n'est pas omeyyade. Oui. Donc il n'a pas de titre. Voilà. Et après, alors, il y a un parallèle que vous faites à un moment, justement, sur ce sac avec celui de Bassora. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Alors, ce sont surtout les poètes andalous, qui ont décrit cette fitna comme un cataclysme, parce que ils perdent leur principal mécène, qui est le califat. Ils sont obligés d'emprunter les routes de l'exil, et donc ils déplorent constamment la fitna, la destruction de Cordoue, et il la compare, et notamment il la compare au sac de Bassora par une grande révolte d'esclaves au IXe siècle, qui était la révolte des Zanj, qui avait fait vaciller le califat abbasside. Ce qui est tout à fait passionnant pour l'historien, c'est que quand on confronte à d'autres sources, et notamment celles de l'archéologie, on se rend compte que les déplorations des poètes ou des hommes de religion sont en quelque sorte à nuancer, parce que la prospérité semble s'être maintenue, il n'y a pas de recul des surfaces cultivées, on retrouve quand même pas mal de trésors monétaires, il y a une activité architecturale extrêmement importante. Donc ce sont vraiment des gens qui pleurent parce qu'ils perdent leur principal employeur, et le cataclysme, disons une fitna qui remettrait en cause totalement la puissance d'Al-Andalus, son économie et sa richesse, est peut-être à nuancer. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe
où on présente, que ce soit les historiens contemporains, parce que des historiens ont écrit à cette époque, ou les historiens par la suite, et ce qu'on appelle l'historiographie, tous parlent d'une terrible décadence politique. Or, c'est un laboratoire politique que cette disparition du califat. Et il existe néanmoins encore une prospérité économique, il existe une activité culturelle absolument intense. Et donc, c'est difficile de dire qu'avec la disparition du califat, c'est la fin en quelque sorte d'Al-Andalus. Ce serait un chant du cygne bien avant l'heure. On sait qu'Al-Andalus ne disparaît qu'en 1492, des siècles et des siècles après. Donc ça va durer et c'est juste une période de trouble en fait. C'est une période de trouble. Alors justement, on parle de taïfa. Alors je repose toujours un peu les mêmes questions, mais qu'est-ce qu'une taïfa? Et j'aimerais aussi savoir jusqu'à combien il y a pu y avoir de taïfa, parce que ça donnera une idée des troubles. Voilà. Alors, une taïfa, c'est une principauté. En arabe, on dit Moulouk at-Tawaïf, c'est-à-dire les royaumes nés de la partition. Là aussi, le terme est très péjoratif. Ça fait allusion à d'autres périodes de division dans l'histoire islamique. Et ces principautés sont peut-être un peu moins d'une trentaine au moment de l'explosion véritablement du califat dans les années 1010. En gros, chaque gouverneur ou chaque homme fort essaye de se tailler une principauté. La plupart sont à l'échelle de ville. Et puis très rapidement, les plus puissantes englobent d'autres. Donc on passe assez rapidement à une vingtaine, puis à une dizaine, qui correspondent en gros aux provinces du califat. Les plus puissantes sont Séville, Grenade, Tolède, Badajoz, Valence, etc. Et le paradoxe, c'est que pour certains de ces auteurs, la fitna, c'est-à-dire la guerre civile, ne date pas uniquement de la période qui va de 1009 à 1031, elle se poursuit tout au long du XIe siècle pour certains de ces auteurs. Mais dans les faits, en 1031, les notables de Cordoue décident de ne plus reconnaître de prétendants au califat parce que ça engendre trop de troubles. Donc en théorie, la date officielle de la disparition du califat de Cordoue, c'est 1031. Mais ces principautés, leur histoire se déroule jusqu'à la fin du XIe siècle. Et ce qui fait que le califat omeyyade est finalement plus court que ce qu'on le dit. C'est bien ça. Le califat omeyyade dure de 929 à 1031, mais dans les faits, à partir de 1009, c'est la guerre civile. Oui. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce, je reçois Emmanuel Tixier-Duménil. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Alors, parlons de l'arrivée des Berbères pendant la fitna. Change-t-elle profondément la démographie de l'Andalousie à cette époque? Et quel est l'impact de ces Berbères? Alors, les Berbères arrivent bien avant la fitna, puisque ce sont des groupes de guerriers mercenaires qui viennent, pour certains, ils viennent d'Ifriqiya, c'est-à-dire de la Tunisie actuelle. C'est le cas des Irides, par exemple. Et ce ne sont pas juste de gros barbares qui arrivent. Vous savez que berbère vient de barbare. Oui, c'est pas... al-Barbaria, c'est voilà. Ça. Et le terme, d'ailleurs, n'apparaît qu'avec la conquête arabe. Hein. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc, ces berbères sont recrutés par le califat pour nourrir ses armées. Et puis, ce sont ensuite des protagonistes essentiels de la guerre civile, notamment l'un d'entre eux, Zawi ibn Ziri, qui va essayer de se tailler une principauté qui réussit d'ailleurs dans la région de Grenade. Ces Berbères vont ensuite essayer de soutenir différents prétendants au califat et ils sont présentés là aussi par les poètes andalous parce que Al-Andalus a une histoire très particulière qui est liée à l'arabité tout simplement aussi et d'abord parce que les califes qui ont régné étaient des Omeyyades qui sont présentés comme les plus purs des Arabes. On dit toujours que Al-Andalus est une sorte d'île arabe entre chrétienté et Maghreb berbère. Et donc ces berbères sont d'abord des soldats. Et comme ils sont des soldats, ils réussissent à se tailler cette principauté. Là aussi, démographiquement, ça veut pas dire grand-chose, puisque on aurait presque l'impression, si on parcourt un peu rapidement l'histoire de l'Espagne, qu'il y a une arrivée massive d'Arabes et de Berbères au 8e siècle, qui remplacerait en quelque sorte les populations. Les peuples autochtones, ouais.
Et puis qu'ensuite, ces populations, finalement d'envahisseurs, c'est ce qu'a pu montrer une certaine historiographie espagnole, part entre le XIIIe siècle et 1492. Mais dans les faits, ce sont les mêmes populations et qui, à un moment, se convertissent ou pas à l'islam et puis ensuite se convertissent au christianisme. Sur un temps très long. Donc, c'est pas quelques dizaines de milliers de guerriers qui changent un équilibre démographique. Mais ces Berbères sont une sorte presque de repoussoir, mais dans la littérature arabe andalouse, pour montrer des guerriers qui sont en quelque sorte à l'opposé de ces populations andalouses productives qui parlent l'arabe, etc. Mais ça, c'est aussi la vision des sources. Oui, voilà. Mais c'est la vision des sources et c'est la vision des lettrés, puisque seuls les lettrés prennent la plume. Enfin, les populations ne nous ont pas laissé, elles, de vision de cette période. D'accord. Et on arrive à peu près au milieu et à la fin du XIe siècle. Alors les chrétiens du Nord, avec l'union notamment de la Navarre et de la Castille, prennent des villes au taïfa. De plus en plus, leur puissance militaire augmente. Ce qui fait que ces principautés voient leur légitimité contestée. Alors, en 1085, je pense que c'est une date importante, la prise de Tolède par Alphonse IV de Castille est-elle un tournant? Que va-t-il se passer? Voilà. Alphonse VI, pardon, c'est moi, tout à fait. Alphonse VI de Castille. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, là aussi à l'échelle de l'histoire de la péninsule ibérique, c'est que la Castille et l'Aragon sont pas du tout unies. Elles le seront finalement en 1469, à la veille de prendre Grenade. Mais là, ce sont des principautés qui sont constamment en concurrence. Et c'est Alphonse VI de Castille qui prend Tolède, mais l'Aragon mène aussi une politique. Alors, c'est ce qu'on appelle traditionnellement dans l'historiographie espagnole la reconquista. Le terme est aujourd'hui en partie contesté par certains historiens espagnols. C'est un terme qui voit le jour au XIXe siècle. Et dans un contexte idéologique qui est celui aussi de l'affirmation d'une histoire de l'Espagne qui serait une histoire catholique, une histoire de la royauté et de l'unification par la Castille. D'autres historiens préfèrent le terme de conquête féodale parce qu'une reconquête, c'est reconquérir ce qu'on a un jour perdu. Or, c'est pas la Castille et l'Aragon qui ont perdu l'Hispania en 711. Ce sont les Visigoths. Ce sont les Visigoths. Mais donc, il y a une concurrence féroce de ces principautés qui ont tout à fait... Donc, ce sont aussi des taïfas? Ce sont des taïfas. C'est exactement comme ça que les analysent certains historiens côté musulman, et notamment le grand historien du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui pour lui ne fait pas trop de différence entre castillans, aragonais et berbères. Pour lui, ce sont des guerriers qui viennent interférer dans le cœur impérial et qui viennent prendre le pouvoir au centre. Mais vous avez raison, 1085 est une date qui est un coup de tonnerre dans le ciel andalou parce que Tolède était l'une des plus puissantes de ces taïfas, de ces principautés. Elle est au nord, c'est une taïfas des marches. Des marches, oui. Et elle est prise par Alphonse VI pratiquement sans coup férir parce que il intervient de longue date dans l'histoire politique de cette taïfas et chacune, et c'est là où elles ont perdu leur légitimité, c'est-à-dire chacune de ces principautés a voulu refaire l'unité d'Al-Andalus à son profit, de retrouver l'unicité du territoire califal, et donc elles ont passé leur temps à se faire la guerre. Et elles ont embauché, comme elles ont pu embaucher, comme le califat avait pu embaucher des berbères, elles ont embauché des mercenaires castillans et aragonais. Elles ont fait entrer le loup dans la bergerie. On parle de francs aussi à l'époque. Les francs, c'est le nom générique pour désigner tous les chrétiens du Nord. Et un historien postérieur du XIIIe siècle, des croisades, irakien, Ibn al-Asir, dit que les francs à ce moment-là sont sur 3 terrains, en Sicile, et là il parle des Normands de Sicile, les francs qui vont menacer la Terre Sainte, c'est-à-dire les croisés, et les francs d'Espagne. C'est un terme assez générique pour désigner la chrétienté occidentale, et pour les sources arabes, c'est une façon de les distinguer des Roums, qui sont les Byzantins. Qui vient de Romains, par ailleurs. Mais voilà. D'accord. En 1085, prise de Tolède, il y a une réaction assez rapide
en fait, avec les Almoravides. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ce qui se passe, de qui sont ces Almoravides et de ce qu'ils vont faire, justement pour que les choses changent d'un point de vue, j'ai envie de dire, islamique? Alors, d'abord, les princes andalous ont continué à mener une politique impériale qui était d'aller chercher des guerriers là où il y en avait. Donc, ils ont fait effectivement entrer les loups dans la bergerie. Et quand Alphonse VI prend Tolède en 1085, la question est: les princes andalous peuvent-ils faire face en s'unissant? Et très rapidement, cela leur semble impossible. La seule solution pour défendre l'islam, c'est de faire appel à d'autres guerriers. Ils font appel à ces berbères almoravides. Alors, ce sont des grands nomades chameliers, originaires du Sahara occidental actuel, qui ressemblent, disons, pour faire vite, aux Touaregs actuels, et qui sont en train, à ce moment-là, d'unifier tout l'ouest du Maghreb sous leur domination. La limite est de leur territoire, c'est Alger, qui a été prise en 1083. Ils descendent pratiquement jusqu'au fleuve Sénégal, tout le Maroc et une partie de l'Algérie actuelle, le Sahara occidental également, plus au sud. Et ils ont fondé une grande capitale, Marrakech, en 1070. Et ils mènent le djihad à la fois contre les royaumes païens du Ghana, le djihad dans le Maroc actuel contre des principautés berbères, khalidjites, c'est une des voies de l'islam. Et ils sont appelés à la rescousse par les princes andalous. Alors, on a plein de sources qui décrivent le plus puissant des princes andalous, qui est Al-Murtamid de Séville, dit qu'il faut absolument s'unir, et le prince de Grenade lui dit de faire attention, parce que si il fait venir les Almoravides, ceux-ci le détrôneront, puisque selon la formule qu'il utilise, on ne peut pas... Ce qui finira par arriver, d'ailleurs. Ce qui finira par arriver, puisqu'on ne peut pas mettre deux épées dans le même fourreau. Et Al-Murtamid fait cette réponse proverbiale: je préfère mener paître les chameaux dans le désert que les pourceaux en Castille. C'est-à-dire, je préfère devenir l'esclave des Almoravides que celui des Castillans. Et c'est comme ça qu'il va finir, puisque les Almoravides arrivent effectivement dans la péninsule en 1085. 1086, ils écrasent Alphonse VI, ne reprennent pas Tolède, repartent au Maghreb, reviennent à 2 reprises, puis en 1090-1091 démettent tous les princes des Taïfas. Al-Murtamid sera déporté près de Marrakech, à Armat, où il y a encore son tombeau, qui est pieusement entretenu par la région d'Andalousie actuelle. Et les Almoravides prennent le pouvoir. C'est la fin, en quelque sorte, non pas de l'Andalousie arabe, telle que l'a rêvé les orientalistes du 19e siècle, mais d'une autonomie d'Al-Andalus qui, désormais, est rattachée aux empires berbères, donc sous les Almoravides, puis sous les Almohades, jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Changement politique complet. Voilà. Donc, on a parcouru comme ça l'histoire politique de l'Andalousie au XIe siècle. Parlons un peu du concept de tolérance maintenant, qui est un élément important de votre ouvrage. Peut-on parler de tolérance en Andalousie, et quelle est l'historiographie de cette tolérance? Alors, grande question. Oui, c'est une grande question, parce que chaque fois qu'il est question d'Al-Andalus, on parle de tolérance, et chaque fois qu'on veut montrer que l'islam a été un temps tolérant, on convoque l'exemple andalou du Moyen-Âge. Or, on commet un anachronisme, c'est-à-dire que le concept de tolérance n'existe pas au Moyen-Âge. Pas plus le concept français de tolérance que le mot équivalent à sa mot en arabe, qui n'existe pas au Moyen-Âge. La tolérance, elle a une très longue histoire. Les édits de tolérance à la fin du XVIe siècle en France, c'est lorsque il faut ménager une place aux protestants. On a essayé de les tuer tous, mais ça ne fonctionnait pas, c'est la Saint-Barthélemy. Et donc les édits de tolérance, c'est de tolérer comme on tolérait une rage de dents, ces mauvais sujets religieux qui doivent être pourtant des bons sujets politiques du roi de France. Et donc la tolérance est un concept qui naît avec la modernité et qui acquiert le sens positif au XVIIIe siècle, que nous lui connaissons à l'heure actuelle, qui est celle pas du tout à l'origine, qui n'est pas du tout, qui est pas du tout une valeur du Moyen-Âge. L'idée de considérer l'autre à égalité avec respect, je pense que ça aurait fait rire les gens au Moyen-Âge, où toute la société, où que ce soit, où que ce soit. Mais pareil, au sein de l'Occident latin féodal, la société repose sur la différenciation de différents groupes. On n'est pas égaux entre hommes et femmes, entre nobles et ignobles, entre serfs et libres, etc., etc. Et donc, il n'y a pas de tolérance andalouse parce qu'il n'y a pas
parce que le concept de tolérance ne peut pas être appliqué au Moyen-Âge. Mais là où il faut faire attention, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et d'en déduire qu'il n'y a pas de coexistence pacifique. Et précisément, si, parce que il y a des coexistences entre chrétiens et musulmans en Espagne, mais comme il y en a au Moyen-Âge, à l'échelle de la totalité du monde islamique. En Syrie, en Égypte. En Syrie, en Égypte, en Iran, etc. Et il faut faire très attention à l'instrumentalisation actuelle dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui aussi très souvent d'une hystérisation dès qu'il est question de l'islam, et de projeter sur le Moyen-Âge des préoccupations contemporaines. Donc, il y a coexistence de plusieurs communautés religieuses dans l'ensemble du monde islamique, c'est un fonctionnement impérial. Et il y a une majorité de chrétiens à l'échelle du monde de l'islam, à l'échelle de la totalité de l'Empire islamique jusqu'au XIe siècle. Il n'y a pas de conversion forcée. C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 à 5 siècles où le monde, ce qu'on appelle le monde musulman, est majoritairement chrétien. Démographiquement, j'entends. Démographiquement. Ce sont des minorités juridiques, évidemment, qui sont discriminées juridiquement et politiquement. Ce sont des minorités. Mais en tant que gens du livre, Ahl al-Kitab, les chrétiens et les juifs ont la possibilité, moyennant le paiement d'un impôt plus important que les musulmans, de pratiquer leur religion. Donc la coexistence pacifique, elle a existé. C'est l'immense différence avec l'Occident latin médiéval qui ne fait pas l'expérimentation de l'altérité religieuse finalement avant la survenue du protestantisme, parce que les communautés juives dans l'Occident féodal, elles sont très très peu nombreuses numériquement, alors que là, ce sont des majorités. Je donne toujours cet exemple aux étudiants qui est tout à fait parlant. Il y a un gouverneur arabe du 7e siècle, de Bazirak, qui interdit, donc juste après la conquête de l'Irak, qui appartenait à l'empire perse sassanide par les troupes islamiques, qui interdit aux populations qui sont des populations chrétiennes, nestoriennes, de se convertir à l'islam, parce que sinon elles payent moins d'impôts. Donc là aussi, faire une histoire qui se réduirait... et oui, voilà. Et qui serait l'opposition entre islam et chrétienté, c'est un contresens historique terrible. Et c'est pour ça que l'instrumentalisation par les polémistes actuels est totalement dangereuse. Et c'est pour ça que le détour par l'histoire politique permet de comprendre la gestion pragmatique d'un État. Et le pragmatisme, notamment à l'échelle du califat de Cordoue, mais aussi de l'empire islamique dans sa totalité, c'est de faire entrer l'impôt. C'est l'impôt qui est essentiel. On est dans un système impérial. On est dans un système impérial. Il y a malgré tout, au cours du XIe siècle, une difficulté pour les chrétiens qui vivent en Andalousie. C'est justement la pression des royaumes conquérants chrétiens du Nord. C'est-à-dire que, si je comprends bien, leur position va devenir fragile. Leur position va devenir fragile pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les chrétiens d'Al-Andalus sont appelés traditionnellement des Mozarabes. Ce sont des populations qui sont arabisées, qui pratiquent le christianisme au sein d'Al-Andalus, c'est-à-dire d'un État islamique. Progressivement, et moins peut-être sous les Almoravides que sous les Almohades, ils vont devenir de potentiels traîtres de l'intérieur, notamment lorsque le roi d'Aragon, Alphonse le Batailleur, va au début du XIIe siècle faire une virée pratiquement jusqu'à Grenade et ramener parmi ses troupes une partie de ces Mozarabes pour les installer dans les terres nouvellement conquises aux alentours de Saragosse. Donc progressivement, il y a un basculement. Et progressivement également, il y a une défiance des dynasties berbères, almoravides et almohades, à l'égard des chrétiens. Ce qui va être le moment peut-être le plus périlleux, c'est le XIIe siècle et c'est les Almohades, mais pour des raisons compliquées, eschatologiques, messianiques aussi, où les Almohades vont suspendre la protection accordée aux minorités qui existe depuis les débuts de l'Empire islamique, qui s'appelle la Dhimma. Et il ne sera en théorie plus possible d'être chrétien ou juif. Or, les juifs ne présentent pas un danger militaire, contrairement aux chrétiens. Il ne sera plus possible de l'être au sein de l'Empire islamique. Mais là aussi, c'est le discours du pouvoir. Et dans les faits, quand les villes vont être conquises par la Castille et l'Aragon au milieu du XIIIe siècle, parce qu'on a toujours l'impression qu'Al-Andalus disparaît en 1492, mais Cordoue, Valence, Séville tombent au milieu du XIIIe siècle, ne subsistera plus ensuite que Grenade, mais qui, c'est vrai, elle, va durer jusqu'en 1492. Mais quand ces villes sont conquises par la Castille et l'Aragon au milieu du XIIIe siècle, ces souverains
procède parfois à des recensements de population et on voit qu'il y a des populations juives. Donc le discours était qu'il n'y avait plus en théorie de juifs et de chrétiens, mais il y en avait. Mais dans les faits, très clairement pour les chrétiens, ils disparaissent des sources au XIIe siècle. Okay. Alors après cette partie plus sur le concept de tolérance, et vous faites un plaidoyer pour une histoire politique. Alors, qu'est-ce que vous voulez défendre dans ce plaidoyer pour une histoire politique ? Est-ce que c'est ça, c'est ce que vous venez de dire en fait ? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on doit renoncer à une histoire ethnique. Par exemple, à l'échelle de l'Andalous, les populations sont les mêmes. Elles sont un temps musulmanes, un temps chrétiennes. Bon, c'est difficile aussi de faire une histoire qui serait exclusivement religieuse, comme on a longtemps pu le faire, et où toute l'histoire de la péninsule ibérique médiévale serait rythmée par le heurt entre l'islam et le christianisme. C'est beaucoup le judaïsme d'ailleurs. Et le judaïsme. Alors là aussi, il y a toute l'idée d'un âge d'or du judaïsme. Je vous rappelle que séfarade, ça veut dire Espagne. Hein. Mais ça aussi, c'est tributaire d'une histoire postérieure et moderne, qui est celle de l'expulsion des Juifs à partir de 1492. C'est un des premiers décrets, le décret de l'Alhambra, pris par Isabelle la catholique en mars 1492, 2 mois après la chute de Grenade. Donc, renoncer aussi à faire une histoire qui serait exclusivement celle du heurt entre 3 religions. Et l'histoire politique, je pense, est beaucoup plus fine et nous permet d'appréhender l'évolution des pouvoirs, les oppositions, les guerres, les alliances aussi. Par exemple, j'évoquais à la fin du Xe siècle le grand vizir Al-Mansour, quand il détruit le tombeau, quand il détruit Saint-Jacques de Compostelle, mais en épargnant le tombeau de l'apôtre, dans ses armées, la moitié des troupes est constituée à peu près de comtes galiciens, c'est-à-dire de chrétiens. Hein. Donc là aussi, c'est difficile de faire une histoire qui serait, qui serait confessionnelle. C'est une histoire politique. Et je voulais restituer la dimension impériale de cette histoire politique. Parlons maintenant du savoir et de la culture. Nous sommes face à des parvenus en politique qui rivalisent de magnificence pour faire oublier leur origine, c'est moi ce que j'ai pu lire, un peu comme les princes italiens de la Renaissance. Alors, qui sont ces savants et quelles sont les sciences ? Est-ce qu'il y a une différence entre sciences profanes et religieuses ? Déjà pour commencer, ce sera bien. Eh bien, effectivement, j'ai trouvé que la comparaison avec les princes du Quattrocento italien, les principaux, effectivement, princes de la Renaissance italienne, cette comparaison était assez valable, un peu comme les Médicis, parce que ces hommes n'ont pas la légitimité politique qu'avaient auparavant les califes, mais ils rivalisent pour attirer à leur cour les meilleurs des savants. Et je me suis rendu compte que c'était pas simplement l'ornement de la royauté et de la culture, c'était une des fondations de la légitimité. Et donc les uns et les autres attirent les plus grands poètes, bien sûr, pour leur tresser des couronnes de laurier et pour expliquer qu'ils sont les plus puissants, mais pas que des poètes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une géographie, en quelque sorte, de ces taïfas, c'est une géographie culturelle. Les princes, notamment de Tolède et de Saragosse, ont plutôt cultivé ce qu'on appelle les sciences rationnelles. Alors, il y a traditionnellement, dans le monde islamique, une division entre les sciences rationnelles, dites également étrangères, ou sciences grecques, mathématiques, philosophie, astronomie, médecine, dans une certaine mesure, et les sciences religieuses. C'est une distinction qui est en grande partie factice parce qu'au XIe siècle, ce sont très souvent les mêmes hommes qui pratiquent sciences religieuses et sciences profanes. Et j'ai notamment développé dans mon ouvrage l'exemple de ce cadi Saïd de Tolède, qui est un homme qui meurt en 1068 et qui recense en quelque sorte tous les grands philosophes de son temps, mais aussi des siècles passés, et qui est en même temps cadi, c'est-à-dire un savant en sciences religieuses. Donc là aussi, il faut faire très attention. On retrouve le même phénomène avec Avicenne. On a fait une émission sur Avicenne. Bien sûr. Il est à la fois médecin, mais c'est un expert de l'islam.
Averroès est un théologien également, Ibn Rushd, qui est le grand philosophe qui vit au XIIe siècle à Cordoue. Là aussi, cette division a été complètement instrumentalisée par différents historiens actuels qui ont voulu montrer que dans l'islam, on ne pratiquait que les sciences profanes et que les sciences religieuses, et que les sciences profanes étaient des sciences étrangères, contrairement à l'Occident latin. Or, c'est exactement pareil que dans l'Occident latin. Ce sont des grands théologiens qui sont aussi, pour certains, promoteurs de la philosophie. Mais pour revenir à l'exemple d'Al-Andalus, je me suis rendu compte que dans le cœur d'Al-Andalus, la principauté de Séville, on avait surtout cultivé la poésie qui est présentée comme l'art arabe par excellence. Et autre paradoxe, dans le Levant d'Al-Andalus, à l'est d'Al-Andalus, les esclavons qui avaient pris le pouvoir, qui avaient fait des taïfas, donc ces hommes qui sont passés par la servitude, qui ont été de hauts fonctionnaires du califat et qui ont été autonomes, eux ont pratiqué plutôt les sciences coraniques, alors que pour la plupart, c'était des hommes qui étaient nés dans des terres chrétiennes. On prend toujours l'exemple de Moudjahid de Dénia, son nom est tout à fait intéressant, c'est-à-dire le combattant pour la foi. Il est prince de Dénia dans la première moitié du XIe siècle. Il est né en pays chrétien et sa légitimité, il l'appuie sur la défense des sciences coraniques, précisément. Là aussi, je recherche qu'il n'a pas en termes de légitimité. Absolument, absolument. Et la dynastie des Abbadides de Séville, qui est la plus puissante des temps des taïfas, va développer, outre toutes les autres sciences, la poésie, précisément pour montrer ses assises arabes. Elle n'a presque pas besoin de montrer sa conformité islamique. Oui, c'est héréditaire. Dernière question, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de votre travail, de cet ouvrage? Qu'est-ce qui est important? Je voudrais qu'on retienne peut-être l'entrecroisement entre l'histoire d'Al-Andalus et ses projections et son historiographie, le fait qu'il faut pas tout mélanger et que Al-Andalus est avec la Sicile la seule terre que l'islam a un temps dominé et ensuite perdu. Suscitant un sentiment extrêmement rare qui est celui de la nostalgie. Je voudrais surtout pas m'élever contre ça parce que les mythes sont magnifiques et souvent plus forts que l'histoire. Mais il est important toujours d'avoir en ligne de mire une histoire, et j'ai voulu montrer que cette histoire, pour rendre compréhensible à tout le monde, devait être une histoire politique et non pas une histoire des religions ou une histoire ethnique, et que si Al-Andalus et l'objet de tant de fantasmes et de projections, c'est parce que c'est devenu en quelque sorte un motif universel et que tout le monde peut s'en réclamer. Que ce soit aujourd'hui au Maghreb, que ce soit les philosophes des Lumières, que ce soit en Syrie également, où Al-Andalus a une place tout à fait importante dans l'imaginaire et dans la production littéraire. Al-Andalus est devenu un motif universel. Chacun peut s'en réclamer, mais encore faut-il lui restituer son histoire et pas en faire simplement un mythe. Bien, merci beaucoup, Emmanuelle Tixier du Ménil, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris-Nanterre. Nous vous recevions aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, au Seuil. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.